Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par le CIDJ dans le cadre du programme Santé Addiction en partenariat avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors, aujourd'hui, on se retrouve sur les addictions aux jeux de hasard et d'argent. Avec au programme une double approche à la fois sociologique, médicale et thérapeutique, et grâce à la participation de deux experts du sujet. Thomas Madieu, qui est docteur en sociologie et enseignant-chercheur à l'ESCA, École de management, et chercheur associé au GEMAS, Sorbonne, CNRS. Et nous avons également Patrick Bendimerad, qui est psychiatre, chef de service addictologie au groupe hospitalier Littoral Atlantique à La Rochelle. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent pour animer ce webinaire et pour votre présence ce matin. Quelques informations sur le déroulé du webinaire. Donc, nous allons passer 1h30 ensemble sur le sujet, donc des addictions aux jeux de hasard et d'argent. Cette 7h30 va se découper en deux parties. La première partie sera consacrée à l'intervention donc de nos deux intervenants. Et la deuxième partie sera consacrée aux questions-réponses. Alors, on estime que la première partie durera entre 45 et 50 minutes. Et dans une deuxième partie, on laissera la place effectivement à la réponse à vos questions que on vous remercie de bien vouloir poser via le chat. Donc, utilisez le chat pendant l'intervention de nos deux intervenants. Je serai en veille sur vos questions de façon à pouvoir les relayer dans la deuxième partie du webinaire. Voilà. Une dernière précision encore, restez avec nous en fin de webinaire parce que au moins pendant 1 minute ou 2, je vous parlerai d'un kit d'animation clé en main qui a été réalisé par mes collègues sur le sujet des addictions aux jeux de hasard et d'argent, en tout cas qui est en cours de finalisation et qui sera très prochainement mis à disposition sur le site Santé Addiction. Et puis voilà, c'est ce que je vais vous dire moi de mon côté en fin de webinaire. Donc restez 1 minute avec nous. Et ensuite, n'oubliez pas aussi de nous retourner le petit questionnaire d'évaluation sur votre perception de l'événement, votre appréciation de l'événement que je vous enverrai aussi en fin de webinaire. Voilà. Alors, j'admets les participants. Vous êtes 70 et je pense que d'autres participants arriveront certainement encore dans les quelques minutes qui vont suivre. Voilà, bah, écoutez, pour cette introduction de mon côté, voilà, c'est fait. Du coup, c'est Thomas Amadieu qui va démarrer. Thomas, je vous laisse la main. Oui, merci Laurence pour cette introduction et merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je partage ma présentation. Je pense qu'elle apparaît à l'écran. Alors, pour ce premier volet de notre présentation, je vais aborder la question des questions sociologiques et des questions liées au marché. Alors, je voudrais commencer ce propos par quelques éléments d'introduction sur les jeux d'argent et essayer de replacer dans le contexte ces jeux d'argent. Ce qui est intéressant quand on s'intéresse aux addictions, c'est de partir d'un constat qui est que la pratique actuelle est particulièrement développée. On a un phénomène qui est aujourd'hui devenu massif, à la fois en France, mais également dans un ensemble de pays dans le monde, dans la plupart finalement des pays du monde, on a vu un développement de phénomènes d'addiction au jeu d'argent. Et tout cela est lié à l'industrialisation du marché, ce qu'on peut appeler, ce que certains analystes appellent le big gambling,
par parallèle avec Big Tobacco, d'autres industries qui tirent profit, au fond, de l'appétence de l'être humain pour les jeux, et en particulier les jeux d'argent, ce qu'on peut appeler homo ludens, pour reprendre le mot de l'anthropologue néerlandais Huizinga. Donc, on a un marché mondial. En France, il faut bien voir que c'est 50 milliards d'euros qui sont misés chaque année, donc c'est absolument considérable. Et tout ça est le fruit d'une dérégulation considérable, c'est-à-dire que là où, si on monte dans le temps, le jeu d'argent, au fond, a d'une certaine façon toujours existé, mais il était considéré comme moralement répréhensible, il était au fond mis sous contrainte. Aujourd'hui, on a un nouveau compromis qu'on pourrait appeler libéral, avec l'idée que, au fond, État et industrie du jeu pourraient tous les deux y trouver leur compte, à la fois d'un côté parce que ça permet de lever un impôt un peu invisible, et puis de l'autre, ça permet de générer ces sources de revenus. Mais tout le problème étant que cet usage censé être canalisé, ben, en fait, il n'est pas vraiment canalisé puisque on a des usages problématiques qui montent. L'OMS, dans une estimation qui date d'il y a quelques années, hein, qui est sans doute en dessous de la réalité d'aujourd'hui, estimait à 350 millions le nombre de joueurs problématiques dans le monde. Et en France, on a des chiffres qui, là encore, datent un peu. En 2019, c'est la dernière vraie enquête en population générale, montrait que sur 10 ans, on a un doublement du nombre de joueurs problématiques. On est passé de 600 000 à 1,4 million. Donc, on a un phénomène, au fond, qui se massifie. On a un phénomène qui est particulièrement préoccupant. Il est préoccupant parce que ça a des impacts majeurs en termes de santé publique. L'addiction au jeu d'argent est un vrai problème de santé publique. On estime par exemple qu'une personne addicte au jeu va toucher autour d'elle 6 personnes en moyenne. Donc, ce n'est pas seulement l'individu qui est affecté, mais c'est aussi donc, son entourage. Ça a des conséquences donc, à la fois personnelles, mais interpersonnelles, et plus largement sociétales. Sans faire la liste exhaustive, mais on a des problèmes liés à l'endettement, des problèmes liés à des divorces, des pertes d'emploi, des tentatives de suicide, de la criminalité, des pertes de chance pour les enfants de joueurs, des violences conjugales, etc. Donc, on a un ensemble de conséquences qu'il faut mesurer, qu'on mesure relativement mal en France encore, mais selon des estimations, ça représenterait un coût de 15 milliards d'euros par an lié aux jeux d'argent et à la question des addictions aux jeux d'argent, ce qui surpasse très largement les recettes fiscales. Donc, quand on s'intéresse à la France, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette montée du jeu problématique, ce n'est pas seulement une sorte d'effet collatéral ou un effet de nos mœurs, d'évolution des mœurs. En fait, c'est un engouement, l'engouement pour les jeux d'argent est d'une certaine façon construit de toutes pièces. C'est-à-dire que il y a une sorte de fabrique de cet engouement qui provient notamment du fait que si on regarde l'histoire des jeux d'argent depuis les années 60, on est passé d'une situation où les jeux d'argent étaient relativement peu accessibles à une situation aujourd'hui où ils sont omniprésents. Et donc, on a à chaque fois, quand on regarde la courbe d'évolution des pratiques de jeu, là, c'est la part des dépenses de loisirs qui sont consacrées aux jeux d'argent par les Français, on voit que ça monte. Cet engouement est relancé à chaque fois par l'introduction de nouveaux jeux, que ce soit le tiercé, le quarté, le quinté, un nouveau tirage au loto, l'autorisation des machines à sous, l'ouverture à la concurrence des jeux en ligne, etc. Donc, à chaque fois qu'on introduit un nouveau jeu, on offre la possibilité à la pratique de se développer. Et aujourd'hui, les derniers chiffres indiquent que ça représente, enfin, les consommations de jeux d'argent en France, ce sont 12,9 milliards d'euros en 2022, une augmentation de 20% en un an. Donc, c'est absolument considérable. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est, au fond, on a un marché qui est porté par l'offre, bien plus sans doute que porté par uniquement une appétence qui serait là, qui serait déjà là finalement. Alors, quel est le cadre légal en France? C'est important de l'avoir en tête. Un cadre légal qui s'est assoupli, c'est pour ça que
on peut considérer qu'il est assez favorable à Big Gambling, même si c'est en train de changer. Il y a des indices qui indiquent que peut-être qu'on a une prise de conscience qui se développe en France. Mais grosso modo, depuis les 2 dernières décennies, on voit un vrai assouplissement. Il faut savoir que les jeux d'argent sont officiellement, en principe, interdits, ce qui peut paraître surprenant étant donné qu'ils sont omniprésents, mais ce sont en fait des exceptions. Chaque autorisation de jeu est une exception, que ce soit un monopole historique type FDJ, monopole historique qui a été privatisé, ou que ce soit des nouveaux entrants qui vont demander une licence, notamment les jeux en ligne, obtiennent des licences auprès de ce qu'on appelle l'Autorité nationale des jeux, ANJ, qui va imposer un cahier des charges, un certain nombre d'obligations pour prévenir le jeu excessif. Et ces obligations sont en principe des garde-fous pour empêcher que la problématique d'addiction ne se développe. Malgré tout, on va voir qu'il y a un certain nombre de limites à ces dispositifs. Alors, peut-être pour faire un petit point sur ce que sont les jeux d'argent, de quoi on parle, ça n'est pas forcément évident si on ne s'y est pas adonné par le passé. Alors, on a plusieurs types de jeux. Les jeux les plus connus, finalement, ce sont les jeux de tirage, ceux qui attirent le plus grand nombre de personnes, donc type Loto, Keno, Euromillions, etc. Donc, ces jeux sont distribués par la FDJ. Donc, sans doute avez-vous déjà été exposé à ce type de jeu, c'est assez finalement très très répandu. On a les jeux de grattage également qui figurent en bonne place dans les habitudes des Français. Là, il s'agit de gratter. On a un mécanisme qui est assez similaire, mais ce qui va changer, c'est quand même le côté instantané et le fait qu'on peut rejouer. On est dans une pratique qui va être un peu plus fréquente et on va voir qu'en termes d'addiction, ça pose un certain nombre de problèmes. Ces cartes à gratter, ce sont aussi bien souvent, la porte d'entrée pour les joueurs qui vont découvrir le jeu à travers cette forme-là. Et souvent à un âge très jeune, hein. On va voir les chiffres. Ensuite, on a toutes les activités de type paris hippique, on parie sur des chevaux, paris sportifs, on parie sur des événements sportifs qui se sont beaucoup développés ces dernières années, que ce soit en ligne ou en dur. Le poker également, qui est devenu très populaire, que je n'ai pas forcément besoin de présenter. On a ensuite tous les jeux de casino. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que les machines à sous sont autorisées, mais uniquement dans des lieux dédiés, et ce sont principalement les casinos. Alors ça, pour le coup, c'est plutôt... disons qu'il y a davantage de restrictions sur les machines à sous, puisqu'elles ne sont pas disponibles, par exemple, dans les cafés, dans les lieux publics des grandes villes, à la différence d'autres pays. Donc, d'une certaine façon, les machines à sous sont cantonnées au casino. Et puis, par ailleurs, ces jeux ne sont en principe pas disponibles en ligne. En tout cas, pas de façon légale. Mais on va voir que souvent, cette interdiction est détournée par les joueurs qui peuvent jouer sur des plateformes en fait, qui sont logées, qui vont être installées dans d'autres pays où c'est légal. Donc, d'une certaine façon, cette interdiction peut être détournée. Et puis, de nouvelles formes se développent qui sont plus difficiles à appréhender, qui sont souvent à la frontière du légal, qui parfois ne sont même pas considérés officiellement comme des jeux d'argent. Et là, pour le coup, le régulateur a du mal à suivre ce qui se passe, notamment tout autour des jeux vidéo. Donc, de plus en plus, les jeux vidéo sont inclus des dispositifs qui permettent de monétiser les jeux grâce à des dispositifs qui ressemblent à des jeux d'argent, en fait. Par exemple, les loot boxes, ce qu'on appelle les boîtes à butin. Donc, le joueur peut acheter un item, une petite boîte, une sorte de boîte virtuelle, si on veut, et il achète une chance de gagner, possiblement, un vêtement pour son avatar, une nouvelle arme pour son jeu, toutes sortes d'items virtuels qui lui permettront d'être meilleur dans le jeu, de gagner davantage, etc. Donc, il représente un intérêt. Et on sait que ce type de pratiques sont en fait similaires à des jeux d'argent. Elles sont parfois une porte d'entrée pour notamment les enfants, les adolescents,
vers les jeux d'argent. Mais officiellement, ce n'est pas considéré comme un jeu d'argent en France, à la différence par exemple de la Belgique. Ensuite, on a tout ce qui est cartes virtuelles, NFT, Fantasy Football. Donc là, on a en particulier la licorne française qui s'appelle Sorare, qui fait ça, qui crée des sortes de cartes virtuelles de joueurs de football qu'on peut acheter, revendre et de façon spéculative. Donc le but, très clairement, de ces cartes, c'est d'acheter le joueur finalement peu connu qui va se développer et on spécule de cette façon. Donc ça ressemble à un jeu d'argent. L'ANJ considère qu'elle se donne le temps de réfléchir pour décider si c'est considéré comme un jeu d'argent ou pas. Les marchés financiers également sont désormais gamifiés, on les transforme en jeux d'argent sur des applications dédiées. Et puis les crypto-monnaies, de la même façon, on peut considérer que d'une certaine façon, on peut spéculer sur des monnaies virtuelles qui sont vraiment hautement spéculatives. Donc c'est une forme de jeu d'argent. Alors, ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est d'essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui fait que ces jeux d'argent peuvent être addictifs, qu'est-ce qui les rend spécifiquement addictifs. Et je vais développer cette présentation, cette deuxième partie de la présentation, essentiellement autour de la question du marketing qui cible des vulnérabilités. Et on va voir qu'il y a différents types de vulnérabilités. Alors, ce qu'il faut comprendre quand on parle de jeux d'argent, c'est que un jeu d'argent, il peut être plus ou moins addictif, un peu de la même façon qu'on peut moduler la teneur en alcool, la teneur en THC, d'une certaine façon, on peut également moduler la structure d'un jeu. Par exemple, donc moduler les récompenses de ce jeu. On peut avoir des jackpots plus ou moins élevés. On a constaté au cours des dernières années que les jackpots, par exemple, à l'euro-million, sont de plus en plus importants. On a désormais des jackpots qui dépassent 220 millions d'euros. Donc, moduler les jackpots. Or, on sait qu'un jackpot, c'est plus ou moins attirant. Les très grands jackpots sont attractifs. La pyramide des gains, c'est-à-dire la fréquence, la probabilité des jeux, le design des jeux, etc. Donc tout ça, on peut le moduler et on peut rendre plus ou moins disponible, plus ou moins répétitif, plus ou moins attractif, etc. les jeux d'argent. Donc d'une certaine façon, ce qui est important de voir, c'est que l'industrie des jeux d'argent produit de façon consciente une sorte de fabrique de l'addiction au jeu d'argent. Elle produit de l'addiction par un certain nombre de pratiques commerciales qui sont destinées à la fois à conditionner le joueur pour qu'il puisse jouer davantage, dépenser davantage d'argent, et également pour elles organisent une forme d'immaturité du consommateur, c'est-à-dire que le joueur va être souvent pris dans une logique de jeu qui l'empêche de réaliser qu'il perd beaucoup d'argent, qu'il perd le contrôle d'une certaine façon. Alors, il y a une première chose qu'il faut noter, et qui est très importante, c'est que ce qui justifie d'ailleurs l'emploi de cette expression big gambling, c'est le fait que quand on regarde, ça c'est les données du baromètre santé 2019, qui montrent que on a une proportion très importante du chiffre d'affaires des jeux d'argent, de l'industrie des jeux d'argent, qui provient des joueurs problématiques. Dans le cas, par exemple, des paris sportifs, on a des chiffres extrêmement préoccupants et spectaculaires. L'estimation va se situer autour de 60%, plus de 60% du chiffre d'affaires qui provient de ces joueurs problématiques. Et la réponse, l'explication est assez simple. Les joueurs problématiques sont également les plus dépensiers. C'est ceux qui vont dépenser une part très importante de leurs revenus. Et donc, au fond, cette surreprésentation dans le chiffre d'affaires crée une forme de dépendance, finalement, des opérateurs de jeu à ces joueurs problématiques. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Par ailleurs, un autre élément de contexte, c'est la question de la digitalisation. Et on va voir que cette digitalisation, elle renforce l'essor d'un certain nombre de techniques qui conduisent à davantage d'addictions, que ce soit l'accélération du jeu, l'augmentation de la taille des jackpots, le marketing digital,
et les outils de ciblage, puisque maintenant, on a des algorithmes qui peuvent repérer les comportements de jeu qui sont plus ou moins profitables. La digitalisation, ça change la donne, ça facilite ces pratiques de ciblage. Néanmoins, tout ça n'est pas absolument nouveau. Ce sont des choses qui existaient déjà en partie par le passé, que ce soit du côté des casinos, des cercles de jeu, etc. Alors, je vais présenter trois grands types de ciblage. Un premier ciblage, c'est ce qu'on appelle, c'est au fond un ciblage sur des populations. On a observé au cours des dernières années un ciblage très marqué, une volonté consciente de rajeunir le public. Cette stratégie a été finalement assez payante, elle a marché vraiment de façon spectaculaire, puisque les opérateurs de jeu vont cibler les enfants, les jeunes, les milieux défavorisés, qui sont des populations qui vont être vulnérables aux mécanismes d'addiction. Alors, ça passe par des publicités. Est-ce que tu veux entrer dans le game? On va reprendre les codes des jeunes des milieux populaires dans la publicité, parfois de façon un peu caricaturale, mais généralement assez bien fait. Des messages tels que grosse code, gros gain, gros respect, qui vont très clairement cibler des populations jeunes. Or, en dépit de l'interdiction, il faut savoir que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. En dépit de cette interdiction, on a une initiation qui se fait de façon très jeune. Selon les études, c'est estimé autour de 11 ans ou 13 ans, ça dépend des études, mais c'est très tôt. Et l'initiation se fait vraiment de façon précoce. Et cette initiation, bien entendu, parfois elle est faite à l'initiative des parents qui ne voient pas forcément le problème, mais s'ils ne voient pas le problème, c'est également parce que les jeux d'argent sont d'une certaine façon banalisés. Et chez les jeunes un peu plus âgés, un tiers des jeunes de 15 à 17 ans ont déjà joué aux jeux d'argent au cours de l'année passée. Donc c'est absolument considérable et ça, c'est le produit d'une forme de ciblage des populations vulnérables. Il faut ajouter par ailleurs que ce ciblage, ça concerne non seulement les jeunes, mais ça concerne également, je l'ai dit, les populations modestes. Or, on sait que ce sont les hommes jeunes, plutôt de milieu ouvrier, avec des revenus modestes, qui sont les plus vulnérables aux addictions, à l'addiction aux jeux d'argent. Donc, ce ciblage est particulièrement problématique. Le ciblage, il va passer également par, désormais, la mobilisation de célébrités, d'influenceurs. Et ces influenceurs vont avoir une audience auprès des jeunes. Ils vont contribuer à banaliser la pratique des jeux d'argent. Et bien souvent, ils vont avoir une vraie influence sur les jeunes, et souvent une influence qui va être extrêmement bien ciblée. Donc là, on est face à des mécanismes qui sont assez pernicieux et pour lesquels le régulateur commence à poser des choses, hein, notamment autour des influenceurs. Les jeux d'argent font partie du périmètre de la nouvelle loi qui cherche à réguler tout ça, mais ça prend du temps et on s'aperçoit que les jeux d'argent, en sponsorisant le sport, en sponsorisant un certain nombre d'influenceurs, parviennent à envahir d'une certaine façon la culture des jeunes en s'associant au spectacle sportif. Donc désormais, on ne peut plus regarder un match de football sans être exposé aux jeux d'argent. Cet impact, la publicité, on sait que ça a un impact très fort. Pourquoi? Parce que ça banalise, ça laisse penser qu'on a plus de chances de gagner qu'on en a réellement. Et donc, la publicité, c'est réellement un facteur de risque très important. Alors, deuxième type de ciblage, pour avancer, ce sont les vulnérabilités comportementales qui vont être ciblées. Là, on va avoir des stratégies qui vont très clairement cibler à travers un certain nombre de messages, de mise en scène, des vulnérabilités liées aux motivations qui poussent à jouer. Et donc, on va cibler, par exemple, la question de la promesse d'ascension sociale. On avait cette publicité qui s'appelait « Tout pour la daronne » où on voyait la mère d'un joueur, donc le joueur remporte une grosse somme, et puis la mère est envoyée métaphoriquement dans un ascenseur qui monte jusqu'au ciel, jusqu'à la première classe d'un avion. Donc symboliquement, c'était cette idée que à travers le jeu, je peux permettre à ma famille, ma mère,
de s'élever socialement. Or, ça contrevient au cadre juridique de la loi qui interdit ce type de publicité, donc elle a été retirée au bout d'1 an. Mais malgré tout, on en a d'autres du même type, gagner un statut social, présenter le risque comme une forme de transgression. En jouant au jeu d'argent, je vais braquer la banque, etc. Donc, ces différents leviers, c'est des leviers très clairement qui s'appuient sur des motivations, des ressorts sociologiques, tels que l'anxiété statutaire, le stress qu'on peut éprouver dans une situation de précarité. Et donc, encore une fois, tous ces mécanismes sont particulièrement pernicieux parce qu'évidemment, ils sont illusoires, nul besoin de le rappeler. Donc, ils jouent sur ces motivations à jouer qui peuvent être d'un côté plutôt une forme d'échappatoire du ludique, c'est-à-dire on s'échappe dans le jeu, c'est une forme d'escapisme, on a du stress, de l'anxiété, de la dépression, on essaie de se redonner une forme de contrôle ou de vertige dans les jeux d'argent. Ou alors, de l'autre côté, des ressources identitaires. Donc, c'est le jeu qui permet de réhabiliter l'estime de soi. On est angoissé, on est un jeune, on va flamber et d'une certaine façon, on est viril en flambant dans les paris sportifs de ce type-là. Donc, en jouant sur ces motivations, les opérateurs de jeu favorisent en fait, en quelque sorte, ces pertes de contrôle. Et enfin, le dernier ciblage, c'est la question du ciblage des vulnérabilités cognitives. C'est tout le jeu autour de ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est-à-dire que, ou parfois, ce qu'on appelle, on utilise le terme de dark nudges, c'est-à-dire le fait qu'on peut manipuler, d'une certaine façon, les penchants naturels de notre cerveau à commettre un certain nombre d'erreurs, à s'illusionner sur les chances de gain. Et donc, un ensemble de jeux, de techniques sont utilisés pour, au fond, conduire le joueur à agir contre son propre intérêt. Alors, je vais prendre quelques exemples. Les plus connus, les plus importants, la question des bonus de bienvenue qui est absolument cruciale dans les cheminements vers l'addiction. Pourquoi? Parce que c'est la porte d'entrée. Donc, absolument tous les opérateurs de jeu vont offrir des paris prétendument gratuits. Des offres de parrainage, des codes boostés, ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment que le premier pari sera remboursé. Et donc, on lève l'appréhension au risque. Et on permet aux joueurs de penser que le jeu ne présente pas de risque. Et en plus, si le joueur fait un pari risqué et qu'il gagne, c'est tout bénef parce que ce gain important va marquer fortement, va rester dans l'imaginaire du joueur qui pourra ainsi avoir la preuve qu'on peut gagner au jeu. En fait. Et ça va marquer fortement. Ensuite, on a toutes les questions d'illusion de contrôle. Donc, on va développer les quasi-gains. Donc, tout ça est très connu dans la littérature. On va jouer sur la superstition. On va reprendre des codes liés à la culture populaire sur ce qui peut permettre de contrôler. Donc, l'idée est toujours de créer l'impression que le joueur a une forme de contrôle sur les jeux d'argent et qu'en fait, il va gagner en habileté. Il peut s'améliorer. Dans les paris sportifs, c'est encore plus vrai, puisqu'on va avoir des mécanismes qui laissent penser qu'on peut devenir meilleur. On va déformer les probabilités subjectives également. Donc, l'idée, c'est de renforcer la visibilité des gagnants. La FDJ, par exemple, propose un service des grands gagnants dont on parle beaucoup, qui permet de rendre visible, de rendre réel ces personnes qui ont gagné, qui existent et qui, au fond, nous ressemblent. Et ça permet de se projeter et en les rendant visibles dans les points de vente, sur Internet, au fond, on donne l'impression que c'est presque certain qu'on va gagner. Et puis enfin, dernier exemple qu'on peut prendre, c'est toute la question des designs de jeu, que ce soit les espaces réels. Alors, si vous êtes déjà entré dans un casino, on s'en rend très bien compte dans le casino, dans cet espace où on a une forme de perte de repères. Ça se présente souvent comme un labyrinthe, un petit peu un mélange de lumière douce et puis de lumière agressive des machines. Un bruit perpétuel, l'absence de lumière du jour, l'absence de repères temporels. On utilise de la monnaie virtuelle, on a un certain nombre on crée des boucles de répétition, le siège
de la machine à sous est très confortable et on va se lever comme ça dans cette bulle et on entre dans la zone, une forme d'état hypnotique qui conduit à rejouer jusqu'à ce qu'on n'ait plus les ressources nécessaires. Donc, d'une certaine façon, cette machine à sous, le casino, ça permet bien de se représenter ce que la plupart des jeux cherchent à faire, et également de façon virtuelle. Si on est sur une application sur son smartphone, on va créer le même type d'envie de rejouer, de répéter le même geste, de donner des récompenses par des signaux visuels, des signaux auditifs, etc. Donc toute cette gamification, hein, le côté ludique permet de répéter la pratique et c'est au fond une troisième technique très importante. Voilà, je vais m'arrêter là sur cet aspect, mais l'enseignement principal, au fond, c'est cette idée qu'il y a vraiment une fabrique de l'addiction qui est produite par un certain nombre de techniques développées par les opérateurs de jeu et qu'il est important de bien déconstruire, de bien comprendre pour pouvoir s'attaquer à la problématique elle-même et pouvoir aider les joueurs. Donc, ça passe également par la régulation. Et je vais laisser la parole à Patrick, au docteur Ben Dimerat, qui va aborder cette question des ressorts psychiatriques et thérapeutiques des jeux d'argent. Merci beaucoup, très cher Thomas, merci beaucoup. Je prends toujours plaisir à réécouter ce que tu dis, donc c'est toujours très agréable. Voilà, donc moi, je vais tenter en fait d'apporter un éclairage complémentaire, hein, un autre angle de lecture, et bien sûr, de par ma profession de médecin psychiatre hospitalier, je vais apporter un éclairage plus, je dirais, entre guillemets, médical, un angle de lecture plus médical et un peu plus neurosciences, c'est un peu ma culture, voilà. Mais bien sûr, la dictologie, c'est quelque chose, c'est une spécialité qui est transversale, hein. On va vraiment du sociétal, social, psychologique, psychiatrique, culturel. Enfin voilà, la dictologie, c'est une spécialité vraiment transversale. Et donc, chacun peut y apporter un petit peu, je dirais, sa pierre à l'édifice, hein, voilà. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Voilà. Hop, que ça fonctionne. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, en principe. Voilà. C'est bon, tout le monde voit? C'est parfait. Parfait, merci beaucoup, Laurence. Voilà. Donc, moi, je suis psychiatre addictologue, donc un chef du service d'addictologie de La Rochelle. Voilà. Alors, effectivement, on peut aborder, en fait, la problématique de la surexposition de l'addiction aux jeux d'argent et de hasard sous différents modes, hein. D'abord, une approche purement scientifique, effectivement, statistique, une approche psychologique, bien sûr, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'usager, et ça, c'est un petit peu le domaine qui m'intéresse le plus, une approche aussi philosophique, bien sûr sociétale, mais là, Thomas a déjà très bien développé son angle de lecture, et puis également, ça a été évoqué, l'angle législatif, et bien sûr, du point de vue des usagers, puisque nous, soignants, en tant que soignants, je dois essayer de comprendre, de mieux percevoir les schémas cognitifs de nos usagers pour les aider quelque part à moins se faire piéger et à pouvoir tenter, en tout cas, de reprendre le contrôle de la relation à un jeu. Voilà. Alors, l'usage des jeux d'argent et de hasard, c'est un excellent support, hein, pour réfléchir aux addictions, aux conduites addictives en général, voilà, puisque vous verrez que au niveau neurobiologique, eh bien, que ce soit l'addiction aux jeux, aux substances psychoactives, aux comportements, aux écrans au sens large, eh bien, ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont impliquées dans ces mécanismes de perte de contrôle et d'attrait attentionnel important. Donc dans tout ce qui est addiction. Et puis, il y a aussi une question presque, je dirais aussi éthique, politique, sociétale, hein, la réflexion du continuum entre le normal et le pathologique. Par exemple, si votre voisin philatéliste qui passe 8 heures par jour à regarder les timbres, les titrés sur les timbres, on dira c'est formidable, il est passionné. Et puis si votre enfant il joue le mercredi après-midi après avoir fait ses devoirs 3 heures à WoW sur Internet ou à d'autres jeux, j'ai d'exemple chez personne, hein, ou à d'autres jeux, on va dire ah mon fils il joue 3 heures par jour à l'ordinateur, il est addict. Donc vous voyez, il y a entre l'approche morale et l'approche scientifique. Voilà. Donc effectivement, l'usage des jeux d'argent et de hasard,
ça va nous interroger, nous tous, sur certains thèmes essentiels. Alors, en premier, je dirais, c'est le craving. Alors, en addicto, c'est le mot hyper important, hein. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont addictologues, c'est des rappels, je suis désolé, mais c'est important. Le craving, ça vient de l'anglais to crave, c'est cette espèce d'envie impérieuse qui s'impose à moi. Et donc, même si je sais que j'ai autre chose à faire, par exemple, je suis étudiant, je dois réviser mes cours, mais je ne vais pas arriver à m'empêcher d'aller sur Internet pour jouer un petit peu, pour passer du temps à jouer, que ce soit paris sportif ou autre chose. Et ça va s'imposer à moi. Et quelque part, ça va même aller contre mes valeurs, parce que je suis étudiant, je suis là pour travailler, et au lieu de travailler, je suis pris par le jeu et je vais faire autre chose, hein. Et le craving, bien sûr, s'applique à toutes les actions potentiellement addictives. Ensuite, on va évoquer aussi la régulation et la perte de contrôle. Par exemple, je peux me dire, je vais m'autoriser, je vais aller au casino, je vais passer 1 heure au casino parce que j'ai envie de me détendre, c'est la fin de journée. Et puis, je me dis, donc, tu vas aller 1 heure, je vais miser, par exemple, 50 €. Et en fait, eh bien, je vais au casino, mais je vais rester 2, 3, 4 heures. Et j'avais prévu de miser 50 € et je vais miser 100, 150, 200 € alors que j'avais besoin de cet argent pour faire autre chose. Donc, on arrive ensuite sur la survenue et ou l'accumulation de dommages. Puisque quelque part, dans l'addiction, dans la surexposition, s'il n'y a pas de dommages, il n'y a pas de problème, hein. Alors, je dis souvent, c'est les travaux du professeur Michel Reynaud, quand on est amoureux, on est dépendant de l'autre, mais en principe, il n'y a pas de dommages. En principe, on peut discuter, hein, voilà. Donc, l'addictologie, c'est un domaine vraiment où, pourquoi nous, soignants, on intervient, c'est parce que les usagers ont une perte de contrôle et vont accumuler des dommages qui vont nuire à leur capacité à faire ce qu'ils ont à faire dans leur vie, à avoir un comportement en phase avec leurs valeurs profondes, etc., etc. Et c'est là que nous, on intervient, parce qu'il y a des dommages. S'il n'y a pas de dommages, je dirais, il n'y a pas forcément de problème. La place dans les attraits attentionnels, effectivement, on va voir qu'on peut rapidement se faire capter l'esprit par l'idée du jeu, par l'intention du jeu, et comme l'a très bien expliqué Thomas, effectivement, avec la digitalisation de tous les supports, eh bien maintenant, sur notre smartphone, c'est très, très, très facile d'aller jouer, alors qu'avant, quand il fallait aller au casino, il fallait aller, voilà, c'était quand même un peu plus compliqué, ou alors aller au PMU, c'était quand même plus compliqué. Et au bout du compte, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a un système qui va suractiver mon circuit de la récompense. Et là, c'est, je dirais, le domaine un petit peu central et que je vais développer un tout petit peu pour s'intéresser à ce qui se passe dans notre cerveau. Donc, je reprends vraiment de mesures, je dirais, de manière très anthropologique, hein. Nous avons un système motivationnel dans notre cerveau qui va nous motiver à accomplir des actions qui nous permettent de continuer à vivre, hein. Il faut vraiment réfléchir presque un peu anthropologiquement à l'homme préhistorique. Donc, la nature va nous récompenser par une sensation agréable lorsque l'on va boire de l'eau parce qu'on est un peu déshydraté, lorsqu'on va manger parce qu'on est dénutri, lorsqu'on va être en groupe parce que pour vivre, la vie sociale, c'est important, ça permet aussi d'utiliser les énergies, les forces pour que le groupe continue à vivre. Et ça, c'est un système motivationnel physiologique qu'on a hérité qu'on était des animaux, hein, voilà, et c'est un système autorégulé. C'est un système qui fonctionne. Alors, bien sûr, j'ai mis un petit schéma en bas à droite. Alors, je vous l'épargne, c'est très rapide, hein, c'est la libération de dopamine, notamment, une neurohormone, la dopamine, qu'on appelle l'hormone du plaisir. C'est un petit peu un abus de langage. C'est l'hormone du plaisir dans certaines zones du cerveau. Voilà. Mais effectivement, c'est efficace. Et donc, vous voyez, il va y avoir une boucle un petit peu avec la dopamine dans l'aire tegmentale ventrale, le noyau accumbens, sous l'influence, bien sûr, du cortex préfrontal. Et on a ce système donc de dopamine qui va nous donner cette sensation de plaisir lorsque l'on fait des choses importantes pour notre survie, aussi la vie intime, puisque l'espèce perpétue, et il faut aussi que l'espèce continue. Voilà. Et donc, ça, c'est un système physiologique autorégulé, et c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Voilà. Si je vais courir pendant 1 heure, je vais transpirer, je vais rentrer, j'aurai envie de boire 1 litre d'eau, et quand je vais le boire, ça va être super agréable. C'est ce qui me motive à le faire. Heureusement, sinon, je vais mourir. Eh bien, dans les plaisirs artificiels, et donc ils sont multiples, dont bien sûr le thème qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les jeux de hasard et d'argent, eh bien, nous allons avoir un piratage de ce système physiologique, c'est-à-dire, eh bien, ce sont les mêmes voies que celles des plaisirs physiologiques qui vont être activées. On aura une libération explosive de dopamine très, très, très importante pour avoir une sensation plus forte et plus intense. Et à la demande, lorsque je vais aller jouer, je vais avoir ce plaisir de déclencher mon système dopaminergique
dans le circuit de la récompense, et c'est vachement agréable. C'est vachement agréable. Et bien, ça va prendre le pas sur d'autres missions que j'ai, entre guillemets, pour survivre, et notamment des fonctions physiologiques et puis de toute ma vie sociale. Donc, effectivement, les éditeurs de jeux, ils sont très très bons, l'industrie est très très forte pour jouer avec notre cerveau, comme l'a déjà expliqué Thomas, pour faire un peu de neurosciences. Ils ont des armées de neuropsychologues, même s'ils s'en défendent, et qui savent très bien comment un petit peu arriver à nous motiver, à nous hameçonner, à initier un comportement, et ensuite, une fois que nous avons été initiés, à le perpétuer. Et donc, il faut savoir, alors c'est important de le savoir, c'est que qu'est-ce qui va faire que je vais être potentiellement plus vulnérable aux addictions par rapport à un comportement? Eh bien, c'est si je commence, il y a trois choses. En un, si je commence jeune, plus je vais commencer jeune, plus je vais être à risque de me faire piéger. Les défenses ne sont pas encore suffisamment établies. En deux, si l'effet est rapide, je peux plus facilement me faire piéger par l'addiction. Et en trois, si l'effet est intense, eh bien, si l'effet est intense, je peux aussi plus facilement me faire piéger par le processus addictogène. Et au bout du compte, cette attente du plaisir, mon cerveau va s'y habituer et il va se produire un phénomène qui va être celui du craving, qui va s'imposer à moi, cette pulsion impérieuse. Et du coup, la force du besoin va primer sur les conséquences dommageables que je connais, mais dans ma balance des décisions, eh bien, non, tant pis, j'y vais, même si je sais que ça entraîne des dommages, non, mais j'y vais, mais alors, je négocie avec ma conscience, j'y vais un quart d'heure, une demi-heure, une heure, et je me fais piéger. Du coup, dans les addictions comportementales, on peut retenir comme une sorte, un train à trois wagons. Il y a le craving, l'envie impérieuse de jouer, la pulsion impérieuse de jouer. Je me dis, bon, ok, tu y vas, tu vas passer tant de temps, et en fait, je passe beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé, donc c'est la perte de contrôle. Et puis ensuite, bien sûr, il va y avoir accumulation de dommages, parce que si je passe du temps à jouer pendant plusieurs heures, outre l'argent que je risque de perdre, mais également ce temps passé à jouer va être en concurrence avec le temps que j'aurais pu passer à accomplir d'autres activités qui sont importantes pour moi et qui correspondent à ma trajectoire, aux valeurs profondes qui m'animent. Par exemple, si on parle de surexposition aux écrans, eh bien, la conséquence dommageable la plus importante, c'est le temps volé. Si je suis adolescent, eh bien, tout le temps que je vais passer, si je joue 7-8 heures sur mes écrans sur la journée, c'est du temps qui est en concurrence avec le temps à faire du sport, à être dans le lien social, à faire des actions scolaires, à être en lien avec mes parents, mes frères et sœurs, etc. Donc, dans ce cas-là, la conséquence dommageable, c'est le temps volé. Mais pour les jeux d'argent et de hasard, outre l'argent que je vais dépenser, que je n'avais peut-être pas forcément prévu de dépenser pour ça, eh bien, il y a aussi tout le temps volé, tout ce temps-là est en concurrence avec ce que j'aurais fait en temps normal. Alors, voilà, ça c'est un petit schéma qui est classique, ça s'appelle le triangle de Levenshtein, le schéma trivarié. C'est un petit schéma pour vous expliquer qu'il faut être très très humble sur l'attribution causale dans les addictions. C'est un schéma qui correspond à toutes les addictions, que j'ai adapté ici bien sûr aux jeux d'argent et de hasard. Eh bien, il s'agit de la rencontre entre un individu avec sa génétique, sa sensibilité aux différents stimuli, son parcours de vie, l'état d'âme du moment, etc. Tout ce qui caractérise l'individu. Nous ne sommes pas égaux, malheureusement, physiologiquement, au niveau réceptologie. Et puis, avec bien sûr, donc là, le jeu de l'argent et de hasard, donc les jeux, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de jeux, donc tous les supports, toutes les manières où je peux rencontrer le jeu. Et puis aussi, un environnement, un contexte, soit je vais jouer au casino, au PMU, chez moi sur l'ordinateur, avec des copains au Paris, etc., en consommant de l'alcool éventuellement, un environnement, un contexte. Eh bien, l'addiction, ce n'est pas attribué de manière causale à un de ces trois facteurs, c'est faux. C'est faux. L'addiction, c'est un mélange, c'est la somme de tout ce qui se passe dans ce triangle, et ce sont tous ces événements qui vont amener que progressivement, je vais pouvoir me faire piéger par ce comportement qui va prendre une part de plus en plus importante dans mon quotidien. Donc effectivement, on est aujourd'hui, notamment pour les jeux de hasard et d'argent, avec la digitalisation, dans une évolution sociétale et avec une multiplication exponentielle des offres commerciales et effectivement de certaines dérégulations. Il y a un flux de données incommensurable. Nous sommes beaucoup sollicités par la publicité, on a vu. Voilà, je fais une digression, par exemple pour l'alcool, la publicité est interdite à la télévision et elle est autorisée sur Internet, c'est incroyable. Les jeunes de la télé, ils vont sur Internet. Donc on voit que la loi Evin a eu malheureusement beaucoup de coups de canif dans le contrat. Bref. Et puis les jeunes aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, ils ont vraiment une capacité
via cette digitalisation, eh bien, on doit très rapidement et très souvent, comme on est sollicité de manière très importante, capter tout de suite, ça j'y vais pas, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, c'est le make or break, où j'y vais, ça m'intéresse, ou je fais dégager le truc. Voilà. Et donc, les jeux vont être calibrés pour nous motiver à les initier. Thomas a parlé des bonus, par exemple, pour lever l'appréhension de la perte du gain initial. Hein. Et puis, bien sûr, une fois qu'on est hameçonné, on va essayer de nous tenter de perpétuer le jeu par différentes stratégies. Le jeu va être calibré, hein, effectivement. C'est pareil pour les jeux en réseau, hein, pour les jeux vidéo, bien sûr. Hein. Ils sont très bien calibrés. Je pense à Candy Crush, sur lequel j'ai travaillé, hein, qui est très bien calibré pour nous motiver à commencer à jouer, et puis une fois qu'on a commencé, à continuer. Donc, les marketing sont très brillants. Alors aujourd'hui, on a effectivement une vraie évolution sociétale. Et ça, c'est vrai. Alors, je pose des questions, je n'ai pas forcément la réponse. Autrefois, à l'époque de nos parents, quand on regardait un sketch de Fernand Reynaud, il y avait une histoire qui durait 4-5 minutes. On suivait l'histoire. Et à la fin, il y avait une chute. Et on rigolait à la chute. Donc c'était chouette, c'était sympa. Aujourd'hui, c'est un modèle qui ne fonctionne plus. Le monde dans lequel on vit, aujourd'hui, on est vraiment sur le stand-up. Donc, si vous regardez un comique, s'il n'y a pas une vanne toutes les 15 secondes, au bout d'1 minute, je zappe. Voilà. Et on est sur ce monde-là. Alors, que ce soit bien, pas bien, ce n'est pas la question. C'est comme ça. Voilà. Et puis, alors, par rapport, vous voyez, quand j'étais jeune, je pense par exemple au loto, il y avait un tirage du loto le lundi et le jeudi à la télévision à 8h30, à 8h moins 5. Donc, il y avait quand même un peu moins de gens addicts puisqu'on était sur le jeu de rêve. Hein, puisque, bon, si j'ai un statut social, par exemple, voilà, je fantasme une ascension sociale, me libérer de mes soucis, de mes tracas financiers, je vais jouer 1 franc, à l'époque c'était des francs, hein, je vais jouer 1 franc au loto, j'ai une chance sur X de gagner, mais comme j'ai joué, j'ai ce petit rêve, et éventuellement 2 fois par semaine à la télévision, j'avais quelques secondes, quelques minutes de rêve, et puis pendant la journée, je me disais, tiens, peut-être que ce soir, je vais gagner la cagnotte, voilà. Mais il y avait un tirage qui était 2 fois dans la semaine. Aujourd'hui, on est plus effectivement sur les jeux de sensations, puisque, les jeux de grattage par exemple, le Rapido quand il est sorti, il a fait beaucoup de grabuge, hein, puisque je sors du bistrot où j'ai acheté mon jeu, je gratte, je suis excité, ça va très vite, en 5, 10, 15 secondes, et donc, ah mince, j'ai perdu, mais j'ai presque gagné. Donc hop, hein, comme a très bien expliqué Thomas, j'ai presque gagné, je suis éventuellement motivé à repartir et à réacheter un jeu de grattage, avec bien sûr le bonus, pour ne pas jeter la seconde chance au tirage. Hein, sachez vraiment, le Rapido, il a fait beaucoup de grabuge quand il est sorti. Hein, ça marche très bien. Voilà. Donc vous voyez, on est sur un monde où ça évolue différemment et on retrouve les standards de l'addiction, le fait que plus ça va vite, plus c'est intense et plus je commence jeune, plus je vais me faire piéger. Et ça, c'est très important. Alors, voilà, je vais parler un petit peu, je suis médecin, donc je travaille de prise en charge, voilà. Et bien sûr, il faut repérer en premier lieu, ce qui est important, c'est de pouvoir repérer les joueurs pathologiques, problématiques, excessifs. Et souvent, bien sûr, ils ne vont pas forcément venir nous voir, bien sûr. C'est la famille, souvent, l'entourage qui souffre, hein, qui va nous contacter, qui va, voilà. Et ce n'est pas simple du tout, voilà. Alors, moi, je suis très branché sur l'approche motivationnelle, vous avez compris, sur le schéma motivationnel, et ce n'est pas facile, parce que tout le travail va être d'accompagner l'usager dans un cheminement, l'usager dommageable, pathologique, entre guillemets, qui souffre, qui commence à accumuler des dommages, l'accompagner progressivement dans le cheminement de la prise de conscience qu'il a des dommages. Et alors, effectivement, il y a des mécanismes psychologiques qui protègent contre cette prise de conscience, puisque je suis en conflit de loyauté avec moi-même. Et donc, on a des mécanismes de défense psychologique qui sont utiles, le déni, la projection, c'est-à-dire non, mais j'arrête quand je veux, de toute façon, c'est à cause des autres que je bois de l'alcool, que je vais au jeu, etc. etc. Ce sont des mécanismes de protection du psychisme pour éviter, je dirais, l'implosion des mécanismes intrapsychiques et de la stabilité intrapsychique. Heureusement, quelque part aussi, ça évite aussi de se suicider. Je vais me dire, c'est à cause des autres que, ou mais non, mais j'arrête quand je veux. Et donc, ça me permet de me dire, non, non, mais je vais jouer, mais je sais que bon, je vais arrêter quand je veux. Tout ça pour narcissiquement restaurer, garder une image de soi à peu près correcte. Alors, ce qui est très important, c'est effectivement de pouvoir évaluer le stade motivationnel. Et alors, je vais vous montrer un petit tableau que les addictologues connaissent très bien, mais c'est important, c'est quand même la base, ça permet de comprendre les choses. Alors, c'est le modèle de transthéorique du changement de Prochaska et Di voilà. C'était un psychologue italien, Prochaska, qui avait été marqué par l'alcoolisme violent de son père, qui avait recensé 300 méthodes pour arrêter de boire et qui avait sorti une sorte de méta-analyse. Voilà. Mais c'est un modèle qui s'applique à toutes les addictions.
C'est un modèle qui explique comment ça se passe dans mon esprit, dans ma relation à un comportement potentiellement addictif. Alors, plusieurs stades. Premier stade, pré-contemplation. La pré-contemplation, c'est-à-dire le sujet ne voit pas le problème. Oui, je joue au casino, bon, c'est pas un souci. Je joue un petit peu, j'ai perdu un peu, mais bon, c'est bien marré, bon, c'est pas un souci. De toute façon, si je veux arrêter de jouer, moi j'arrête quand je veux. Hein. Et quand je vais vouloir passer à autre chose, je ferai autre chose. Donc, c'est pas là qu'on va dire, ah, attends, mais t'as vu, c'est la catastrophe, tu fais des bêtises, tu es endetté, tu as emprunté de l'argent. Les personnes ne sont pas encore prêtes à entendre ça. Le second stade, contemplation. C'est vrai que bon, je joue pas mal en ce moment, hein, j'ai dépensé un peu de sous, mais bon, je m'amuse un peu, puis après tout, de toute façon, il faut bien dépenser ses sous, voilà. Donc, le sujet commence à percevoir qu'il y a des difficultés, mais en tout cas, son comportement ne change pas, il continue à jouer. Détermination, là, le sujet accède à la perception qu'il y a des problèmes, et il est déterminé, et là, il vient demander de l'aide, soit chez nous, médecins, psychologues, on verra après les structures éventuellement, ou à ses proches, etc. Mais tout ça, je viens de demander de l'aide, mais pour l'instant, je joue toujours. Et donc, vous voyez, tout ce que je viens de vous montrer, toute cette partie droite de l'écran, eh bien, c'est la partie immergée de l'iceberg. Mais le changement, on va le voir quand on va passer au stade d'action. Et action, c'est J0. Là, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire c'est la mise en place d'un changement opéré, d'un changement avéré de comportement. C'est soit je vais réduire le jeu, je vais me fixer des limites que je vais parvenir à tenir en expérimentant différentes stratégies, soit je vais cesser de jouer, après tout se discute, on accompagne les usagers à faire ce qu'ils sont prêts à faire. Ensuite, c'est le maintien de l'arrêt du jeu ou du contrôle du jeu en limitant les conséquences dommageables au maximum. Mais le maintien, c'est une zone compliquée parce que je vais être sollicité par la publicité, j'ai retrouvé des sensations quand j'avais joué, etc. Par exemple, je digresse, mais le big win, hein, c'est-à-dire que la première émotion que j'ai eue, du premier gros gain que j'ai eu, malheureusement, va être le plus terrible pour moi parce que souvent, dans ma carrière de joueur pathologique, si je suis un joueur pathologique excessif, toute ma vie, je vais courir après cette émotion initiale que j'ai ressentie, qui était formidable, mais malheureusement, je dirais de façon triviale, on est vierge qu'une fois, et je ne pourrai jamais retrouver cette sensation que j'aurais initiée la première fois où j'ai eu un gros gain. Hein. Quelque part, celui qui gagne beaucoup, ça joue contre lui, parce que ça le fait rentrer dans la boue de dépendance. Hein. Et si vous gagnez de l'argent, vous savez, quand on joue au casino, soit vous gagnez de l'argent à coup sûr, il faut acheter le casino. Hein. Voilà, c'est le seul qui gagne de l'argent avec les plats. Et puis, alors donc, il faut expérimenter, réfléchir, se faire son petit tableau, quelles sont les situations à risque. Et puis, la rechute. À nouveau, la perte de contrôle, les freins en lâché. Et pour l'usager, c'est, vous voyez, ça ne sert à rien. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, mais ça ne servait à rien parce que je recommence à jouer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout ce que vous avez appris, vous ne l'avez pas oublié, sauf que votre motivation à ne plus jouer ou à réguler l'usage, elle a baissé, elle a diminué pour différents facteurs. Vous pensiez que vous pouviez vous réexposer, retourner un petit peu, et puis ça a flambé, comme un fumeur qui refume une cigarette et ça reflambe. Ou bien il y avait d'autres paramètres, vous étiez en difficulté, vous avez rejoué un petit peu et vous pensiez que ça allait aller, et puis ça n'a pas été, parce que le craving est remonté, parce que j'avais d'autres soucis, je voulais autoriser une fenêtre d'évasion, etc. En tout cas, la rechute, souvent les usagers ont l'impression que c'est perdu. C'est pas vrai, tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont fait comme travail, ça sert. Donc, ce modèle, vous voyez, pour vous montrer que ce que l'on voit de l'extérieur, je dirais, c'est l'effet 0-1. Je joue pas, ou bien je joue, je régule. Mais ce changement de comportement est le fruit de tout un processus de maturation psychologique, et c'est ça les stades du changement de Prochaska et Clemente. Et donc, en fonction de la perception du problème par l'usager, on va adopter différents comportements. Par exemple, premier comportement, alors pré-contemplation. Quand la personne pense qu'il n'y a pas de problème, c'est compliqué. Et parfois, malheureusement, toute leur vie, ils vont rester à ce stade-là et vont accumuler des dommages. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit informer. C'est la santé publique, c'est l'INPES, les messages, attention aux jeux, etc. Susciter les doutes. Tu me dis que tu peux jouer sans souci, que ce n'est pas un problème. Ah bon, tu me dis ça? Bon, je montre que je doute, mais je ne viens pas me confronter à toi, puisqu'en me confrontant à toi, je vais plutôt créer des formations réactionnelles et t'amener à argumenter comme quoi, en fait, tu as intérêt à jouer. C'est assez surprenant, mais effectivement, je dirais, le réflexe correcteur chez une personne qui est ambivalente va au contraire renforcer le comportement de jeu en amenant la personne à argumenter comme quoi c'est sympa de jouer. Donc ça, c'est le premier stade. Contemplation, eh bien là, on va accompagner la personne, on va stimuler l'analyse du problème, on va l'accompagner à chercher qu'est-ce qui la motive à jouer, explorer les facteurs qui motivent à jouer et l'aider peut-être à explorer les sources alternatives de plaisir qu'elle pourrait trouver indépendamment du jeu. Détermination, eh bien, on va accompagner la personne, on va fixer ensemble l'objectif. Et moi, je dis souvent, c'est l'approche Carl Rogers, hein, c'est-à-dire c'est l'usager que l'on va accompagner pour qu'il fixe lui-même l'objectif
et on va l'accompagner à trouver des stratégies pour parvenir à tenir cet objectif. Si moi je dis il faut que tu arrêtes, manifestement ça va faire chou blanc. Et voilà, c'est ça qui est important, c'est plutôt l'usager qui fixe l'objectif et on l'accompagne à trouver des stratégies pour y parvenir. Une fois qu'on a déterminé un plan d'action, on va l'aider à soutenir sa mise en place. On va identifier les zones de difficulté. Et puis, quand il y a une rechute, on analyse les causes, on rappelle les succès antérieurs, mais quand même, vous n'avez pas joué pendant 6 mois, ça allait mieux, vos proches étaient contents, l'ambiance familiale était détendue, donc c'est possible. Vous avez rechuté, alors moi je ne dis pas que ce n'est pas grave, je ne dis pas que c'est une catastrophe non plus, je dis, alors c'est un peu de la rhétorique, hein, mais je dis, ce n'est pas une bonne nouvelle. Maintenant, on va travailler ensemble, je suis avec vous, on va travailler ensemble. Voilà. Voilà, alors hop, je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà, pour continuer. Voilà, donc on revient sur l'évaluation du stade motivationnel pour adapter sa stratégie. Donc vous voyez, en fonction du stade motivationnel, eh bien effectivement, on aura un discours qui va être différent. Alors, là je pars du soin, ma partie vraiment, je dirais entre guillemets régalienne. Il y a sur tout le réseau national ce qu'on appelle des XAPA. Alors l'acronyme c'est très simple, hein, c'est Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Eh bien, il y en a dans chaque grande ville en France, il y en a un. On en a 2 à La Rochelle, par exemple. Et nos collègues et moi-même sommes compétents pour toutes les addictions. Donc, tous les XAPA sont compétents aujourd'hui pour toute addiction, que ce soit donc alcool, produits, etc., et addiction comportementale. Quand il y a des troubles psychiatriques associés, il y a les centres médico-psychologiques, c'est le réseau psychiatrique, maisons des adolescents, consultations aux jeunes consommateurs, enseignants, etc. En tout cas, il y a plein de structures, je dirais, de soins régaliennes qui sont compétentes et qui peuvent accompagner, ou si elles ne sont pas compétentes, en tout cas, elles savent vers qui orienter, pour amener ces personnes à proposer une prise en charge. Ensuite, il y a les sites institutionnels. Il y a le site joueurinfoservice.fr qui est très bien fait. Très bien fait, pas mal d'infos. Alors, c'est pareil, je le redis, ce n'est pas en se confrontant qu'on va permettre, c'est pas dans la dualité qu'on va amener les personnes à évoluer. Voilà, il faut vraiment trouver un terrain d'entente et accompagner les personnes à réfléchir en les aidant à, par exemple, entre autres, améliorer leurs compétences psychosociales pour percevoir les enjeux, etc. Il y a aussi l'IFAC, Institut de formation de l'éducation comportementale. Donc, c'est pareil, ils ont un site sur Internet, ils sont compétents aussi, ils forment aussi des soignants. C'est un site très intéressant. Alors, moi, un truc que j'aime beaucoup, c'est jeuranonyme.fr, puisque c'est dérivé des alcooliques anonymes. Donc là, nous soignons, on voit les usagers à certains horaires, mais là, c'est une fraternité, comme les alcooliques anonymes. Les Jeux anonymes, ça a été créé en 57. Alcooliques anonymes, ça a plus d'un siècle. C'est les mêmes principes. Donc, c'est une fraternité, donc avec un petit rituel d'initiation. Parfois, ça fait peur aux personnes parce que c'était créé par le mouvement néphaliste américain qui, à l'époque, était très croyant. En Europe, c'est pas une secte. J'ai été il y a un mois et demi à une réunion des alcooliques anonymes à La Rochelle. J'y vais régulièrement. J'étais très bien reçu. On apprend beaucoup de choses. Il faut, nous soignons, qu'on écoute nos usagers. Il faut qu'on les écoute, il ne faut pas qu'on soit hors sol. Donc, je vous invite aussi, pour ceux qui sont en difficulté, ils peuvent les rencontrer. Il faut un travail remarquable. Et donc, il y a vraiment ce côté fraternité. Il y a la rigueur 12 points, comme chez AA. C'est le même modèle. Alcoolique anonyme, narcotique anonyme, joueur anonyme. Moi, je les aime bien. Voilà, à titre personnel, j'apprécie ce qu'ils font. Voilà. Et puis, alors, sur la partie plus technique du soin, donc le TCC, vous savez, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. Donc, je dirais en langage profane, c'est on travaille un petit peu sur la gymnastique intellectuelle et c'est accompagner les joueurs pathologiques à travailler sur le sens de ce que l'on fait quand on joue. Est-ce que ça a du sens pour moi de passer des heures à jouer alors que je suis père de famille, je suis mère de famille, je suis étudiant? Est-ce que ça a du sens pour moi de passer 3, 4, 5 heures devant mon écran, outre l'argent que je dépense? Est-ce que ça a du sens pour moi? Voilà. Et accompagner les personnes à un déconditionnement progressif. Ça peut être aussi en les aidant à travailler sur leurs valeurs. Alors là, c'est ce qu'on appelle la thérapie ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement. Voilà. On peut trouver ce qu'on appelle la matrice ACT. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, ils en parlent très bien. Ça peut être un très bon modèle pour aider les personnes à se libérer progressivement de l'addiction. Voilà, la dernière diapo, écoutez, voilà, hop, je repasse à la dernière diapo. Voilà, et puis moi j'aime bien Saint-Exupéry parce qu'en addictologie, souvent les usagers ont une attente de la réponse immédiate, ça y est, je vais être guéri immédiatement, et malheureusement, l'addictologie, ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon, mais on peut prendre beaucoup de plaisir à faire un marathon. Donc voilà, il n'y a pas de solution au problème, il n'y a que des forces en marche. Mais sachons créer le mouvement et les solutions viendront. Ce sont des usagers qui ont les réponses qui leur sont personnelles. On les accompagne pour les trouver, mais c'est surtout pas nous soignants qui allons leur dire, entre guillemets, la messe en français ni en latin. On va accompagner les usagers à ce qu'ils trouvent
en eux-mêmes les réponses à leurs difficultés. C'est vraiment ça l'approche du soin pour les addictions comportementales et donc ici, pour le modèle précis d'addiction au jeu de hasard et d'argent. Voilà, je rends la parole à Laurence qui va nous animer à la fin de notre réunion. Hein, et puis on va essayer, en tout cas Thomas et moi-même, à essayer d'apporter notre éclairage aux questions qui seront posées. Voilà. Merci, merci beaucoup Patrick. Merci pour cette intervention très intéressante. Merci aussi à Thomas pour son intervention tout aussi intéressante de tout à l'heure. Alors, du coup, on va passer à la phase questions-réponses. Alors, avant tout, parce que la question se pose toujours, je vous confirme que le webinaire est enregistré et qu'il y aura un replay. Donc, si vous voulez garder effectivement trace de cet événement, en tout cas en vidéo. Et les intervenants ont aussi la gentillesse de nous confier leur présentation. Donc, à l'issue du webinaire, vous aurez à la fois le replay du webinaire et les présentations des intervenants. Alors, on passe aux questions. Alors, la première question qui s'est posée est portée sur les JO. Est-ce que les JO risquent d'attirer encore plus de jeunes sur les jeux d'argent et les paris en ligne? C'est une question de Yann. Alors, si je peux répondre, oui, en effet, c'est une crainte qu'on peut avoir. Et en fait, c'est ce qu'on observe sur les grands événements sportifs. On l'a vu avec la Coupe du monde de football, l'Euro de football l'année précédente. Cette année, on a les JO plus la Coupe du monde de rugby. Donc, double ration d'événements sportifs. Et désormais, on sait que les opérateurs de jeux se sont complètement intégrés en fait au spectacle sportif. Donc, on regarde le sport et en même temps, on va s'adonner à des paris sportifs. Donc oui, c'est une crainte qu'on a. Je ne suis pas le seul à la partager. Hein. Les associations type Fédération Addiction ou Addiction France s'en préoccupent également. Et on essaie d'alerter. Il y a aussi des politiques qui essaient de se mobiliser. Je sais que le département de Seine-Saint-Denis se mobilise également. Et donc, il y a une volonté, on essaie de tirer la sonnette d'alarme pour qu'on puisse notamment réguler davantage la publicité à l'approche des JO. Par ailleurs, il faut noter que les JO sont sponsorisés notamment par la FDJ. Donc, voilà, on est dans des situations compliquées ou avec éventuellement des conflits d'intérêts qui peuvent exister. Enfin, tout ça est assez complexe. Et il faut qu'on puisse considérer les jeux d'argent comme un problème de santé publique. Et donc, il y a des choses, de la même façon, ça a été évoqué par Patrick, qu'on a la loi E20 qui peut être contournée, qui n'est pas toujours, mais au moins qui existe. Pour les jeux d'argent, on n'a pas encore l'équivalent. Et il faudrait qu'on ait quelque chose un peu de ce type. Surtout que les JO approchent et donc c'est un point de vigilance. Ça va attirer de nouveaux joueurs, c'est une porte d'entrée en fait de gens qui ne sont pas forcément passionnés de football. Mais là, il y aura d'autres sports en fait sur lesquels on pourra parier. Donc les grands événements de ce type, oui, c'est un danger. Merci Thomas pour ces réponses. Alors, on a Mourad également qui nous a posé une question. Est-ce que l'addiction au jeu concerne plus les hommes que les femmes? Je laisserai Thomas, le sociologue, sera mieux armé que moi pour cette question. Oui, alors effectivement, c'est plus répandu chez les hommes, de même que, en général, les jeux d'argent sont davantage pratiqués par les hommes que par les femmes. Encore que ce n'est pas vrai pour tous les jeux. On a davantage de femmes qui s'adonnent, légèrement plus de femmes qui s'adonnent aux jeux à gratter. Mais sur la question de l'addiction, oui, ce sont plus souvent des hommes, même s'il y a des écarts qui peuvent se resserrer. Hein. Il y a quand même une volonté aussi de féminiser l'audience les pratiquants des jeux d'argent de la part de certains opérateurs de jeux. Donc voilà, ce n'est pas un phénomène uniquement masculin, même si paris sportif, football, je l'ai dit tout à l'heure, le côté viril de la prise de risque, c'est encore quelque chose qui est associé plutôt aux attributs masculins, notamment chez les jeunes. En effet. Merci. Alors, une question peut-être plus pour Patrick cette fois-ci. Quel est le lien, question d'Inès, entre les jeux de hasard et d'argent et les autres dépendances? Alors,
c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. En fait, ce sont les mêmes zones cérébrales qui sont activées. Donc effectivement, alors c'est ce qu'on appelle la théorie des gateways, hein, c'est les portes un petit peu, on passe d'une addiction à une autre. Donc, une fois que l'on est habitué à avoir surstimulé son circuit de la récompense, eh bien, il y a cette attente. Et le circuit de la récompense, il a envie de tourner. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, avec le monde digital, la génération Z, ils ne font plus l'effort d'attendre 5 minutes avant d'avoir un résultat. Il y a une sorte de ce qu'on appelle le jump to conclusion. On a envie d'aller directement au résultat. Et aujourd'hui, je cherche une info, je vais sur Google, sur mon smartphone, je l'ai en quelques secondes. Donc, il y a ce lien, effectivement. Alors, c'est une question après sociétale. Hein. On évolue dans une société où il est difficile de s'autoriser d'attendre un résultat. Donc, on peut plus facilement se faire piéger. Et comme le cerveau est très plastique, une fois que je vais mettre en route des mécanismes qui vont tourner en boucle, eh bien, je vais avoir plus de mal à me libérer et à interrompre ces boucles. Alors, ça a été montré, par exemple, chez le rat. Il y a des travaux qu'on faisait au niveau neurosciences. En fait, on intoxique des rats avec de la vapeur d'alcool. Alors, c'est affreux, après on les tue, hein, et puis on coupe leur cerveau en tranches. Et on voit que dans certaines zones, c'est un peu des neurosciences, mais entre le putamen et le pallidum, eh bien, il y a des connexions automatiques qui se font. Et donc, on a des malades de l'alcool qui nous disent « Mais docteur, le matin, je me lève, je vais me servir un verre, je ne sais même pas pourquoi. Ce n'est même plus le craving qui va me motiver à les consommer. C'est un peu automatique et c'est vrai. C'est dans le noyau codé, hein, voilà, dans le cerveau. Et c'est vrai puisqu'il se crée des connexions automatiques entre les zones de l'initiation d'idées et un fonctionnement qui, je dirais, qui est presque sous-cortical, qui est automatique. Donc, une fois effectivement que ce système-là, je dirais, en surchauffe, il va plus facilement surchauffer sur d'autres choses. Et alors, je pense par exemple à la cigarette, hein, si vous voulez, je reviens sur la cigarette, c'est pareil, hein, c'est un excellent modèle aussi d'addictologie, vu que l'effet est rapide. On cible aussi les femmes jeunes, hein, vous savez, les jeunes aujourd'hui, on cible avec la puff, hein, la cigarette électronique jetable, eh bien, on cible que nos jeunes initient l'addiction via la voie inhalée, qu'ils utilisent la voie inhalée déjà, et ensuite que cette addiction se perpétue. Voilà. Donc oui, qui a été dépendant à une substance psychoactive ou un comportement est manifestement et malheureusement pour lui plus à risque de développer une nouvelle addiction à un autre comportement ou à une autre substance psychoactive. Oui. Merci Patrick. Alors, une seconde question dans votre domaine, je le crois. Est-ce que les questions de Laurence, est-ce que les profils de personnes de type TDAH, pardon, sont plus enclins à l'addiction aux jeux de hasard et d'argent? Elle a raison, Laurence, c'est une très bonne question. Effectivement, alors TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Voilà. Donc, effectivement, ce profil d'usager est plus à risque d'addiction, de par le schéma fonctionnel, de par aussi, souvent, ce sont des personnes qui ont une dimension d'impulsivité un petit peu supérieure, et effectivement, l'impulsivité, c'est un facteur de risque général dans les addictions. Hein. On avait fait un travail au centre d'addictologie à La Rochelle, et parmi les patients hospitalisés, principalement pour l'alcool, mais toute addiction, il y avait 22% des patients qui avaient un TDAH, et on était très souvent passés à côté. À côté de ça, je suis prudent avec ce que je dis, parce que tous les gens addicts n'ont pas un TDAH, et parfois on peut surdiagnostiquer les TDAH, mais il y a de vrais TDAH, et quand on passe à côté, c'est une vraie perte de chance. Et une fois qu'ils sont diagnostiqués et pris en charge, c'est des gens qui ont une trajectoire bien améliorée. Donc oui, les TDAH sont plus vulnérables à se faire piéger par les addictions. Merci Patrick pour ces réponses. Alors, on a une question de Gaëtan qui nous interroge sur les listes d'interdiction. Pour les casinos, il y a, pour les joueurs problématiques, une liste d'interdiction de jeux. Pourquoi cette liste n'est pas consultée par les vendeurs de jeux à gratter ou de tirage? C'est peut-être plus compliqué à mettre en place. Je ne sais pas si vous avez les réponses à cette question. Alors, peut-être quelques éléments. Oui, c'est une bonne question de Gaëtan. En fait, on a cette liste qui existe depuis très longtemps d'ailleurs, qui permet de se faire interdire de jeux. Et ça fonctionne, mais avec tout un tas de trous
qui fait que en fait, ça ne fonctionne pas si bien parce que, d'une part, comme c'est souligné, ça ne concerne essentiellement que les casinos. Dans les points de vente, pour les jeux à gratter, les jeux de tirage, en fait, il n'y a pas de contrôle de l'identité du joueur. On peut rentrer et acheter un ticket. Donc, on sait que ça ne marche pas, ça fait très longtemps. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté des acteurs, notamment des buralistes, de mettre en place des choses. Il y a des levées de boucliers. Hein, quand on leur a demandé s'ils pouvaient peut-être contrôler, je ne sais pas, l'identité des joueurs par rapport à une liste. C'est à mettre en place, ils ne veulent pas, c'est trop compliqué, ça ne les intéresse pas. Donc, c'est un vrai problème. Bon, par ailleurs, on peut toujours, beaucoup de gens peuvent aller à l'étranger. Si on est frontalier, on va en Belgique, et puis on n'est plus sur la liste des casinos belges. On peut aller en Espagne, en Italie, etc. Et puis, on peut aussi utiliser, malheureusement, la carte d'identité de quelqu'un d'autre en ligne, utiliser un VPN, etc. Donc, il y a des moyens de contourner cette interdiction c'est problématique. Alors, on pourrait tout à fait, techniquement, essayer d'améliorer tout ça, mais encore faut-il en avoir vraiment la volonté, et parce que ce n'est pas forcément facile à mettre en place, même si ce serait important, parce que permettre aux joueurs de réellement s'auto-contraindre, c'est quand même, on sait que c'est une stratégie qui peut marcher. Merci Thomas pour ces réponses. Alors, on avait une question qui portait sur une application qui s'appelle Omada et mon petit prono. Une question de Charlotte du réseau Information Jeunesse des Yvelines. Alors, je suis en train, Charlotte, de rechercher le contenu de la question qui était un peu long. Je vous demande juste un petit instant. Hop, hop, hop. Voilà. Qu'en est-il des applications comme Omada, Mon Petit Prono, qui permettent aux mineurs de faire des paris sportifs avec leurs amis sans argent réel et qui réabondent en argent virtuel avec des mécanismes cognitifs qui pourraient faire penser aux jeunes que s'ils avaient joué avec de l'argent, ils en auraient plus dans leur poche aujourd'hui. Est-ce que les politiques s'emparent de ce sujet? Alors, est-ce que... Je ne connaissais pas ces applications. Thomas, Oui. je suppose que vous en avez. Oui, c'est très très répandu, ça connaît un succès fou, notamment au cours de la dernière Coupe du Monde. Alors c'est une sorte de... Oui, là encore, on pourrait faire des parallèles avec d'autres formes d'addiction. Patrick a évoqué la puff tout à l'heure. Et la question de savoir, est-ce qu'un pari sans argent, c'est une façon pour un joueur qui veut essayer de calmer un peu le jeu, de jouer sans trop de conséquences, voilà, de s'adonner à ça. J'ai connu des joueurs qui me disaient qu'ils étaient passés à ce type d'application pour essayer de diminuer le risque pour eux. Mais en même temps, c'est quand même une porte d'entrée. Une porte d'entrée pour les jeunes, s'habituer à jouer, comme ça a été très justement souligné par Charlotte. On voit qu'on gagne, bah, pourquoi pas jouer de l'argent? En fait, on aurait pu gagner de l'argent, après tout, c'est un peu bête. Alors, évidemment, ces applis vont s'en défendre, de dire que bon, c'est simplement une activité sociale, mais d'une certaine façon, on socialise, on éduque les enfants à la logique du pari, la logique de la spéculation, du pari sportif, de faire des mises, de gagner, de s'en vanter sur les réseaux sociaux, de partager avec ses amis. Donc, ça devient une activité banalisée et on peut tout à fait considérer que c'est une sorte de porte d'entrée. Et pour l'instant, à ma connaissance, les politiques ne s'en appartent pas, en fait. Pour l'instant, je pense que c'est en dessous des radars. Et pour l'instant, alors autant pour Sorare, c'est un peu différent parce qu'il y a déjà une logique de jeu d'argent. Là, on va plutôt, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Voilà. Mais il y a effectivement une vigilance à avoir par rapport à ces applications qui peuvent avoir ces deux côtés. Hein. Peut-être ça peut être utile, mais en même temps, c'est une porte d'entrée. Pour apporter un éclairage complémentaire à ce qu'a dit Thomas, hein, tout à fait, c'est typiquement une stratégie d'hameçonnage et de commencer à éduquer nos jeunes à être dans l'erreur cognitive d'illusion de contrôle du hasard dès le début. Donc, c'est typiquement, voilà, comme la puff, comme pas mal de choses, c'est typiquement une stratégie d'hameçonnage très, très, très efficace. Alors voilà, c'est assez consternant. Moi, en ce moment, je suis en combat contre la puff. C'est vraiment un peu un de mes combats. Voilà,
Tous les jours que je pose mes enfants à l'école, je vois des jeunes et je sais que parmi ceux-là, demain, à mon nom, seront fumeurs de nicotine et de tabac, donc fumeront, donc auront des dommages. Voilà. Donc typiquement, stratégie d'hameçonnage, bien sûr, plus on commence jeune, voilà, plus on va être vulnérable. Merci, merci pour ces réponses. Alors, Mourad aussi nous posait la question qui est assez générale finalement. Quel est le but du joueur? C'est un peu un vaste sujet. Qu'est-ce qui fait que le joueur qui gagne continue beaucoup à jouer? C'est peut-être une question pour vous, Patrick. Alors, sur le plan neurosciences, d'abord, ce qui motive à commencer à jouer ou ce qui motive à expérimenter une substance psychoactive, c'est l'attente du plaisir, c'est l'effet agréable. C'est l'effet agréable qui motive. Moi, je suis ancien, j'ai fumé du tabac quand j'étais jeune. C'est sympa de fumer une clope. Hein. Il n'y aurait pas, mais il faut être sincère, hein, il n'y aurait pas les dommages que sont les troubles cardiovasculaires et le cancer. Moi, je continuerai à fumer. Hein. C'est sympa de fumer une clope. À côté de ça, notre cerveau n'est pas fait, je dirais, alors, qui juge, hein, mais notre cerveau n'est pas conçu pour prendre de la nicotine. Mais par contre, la nicotine vient très très bien pirater certaines cibles et on peut se faire piéger donc très facilement. Alors j'ai perdu le fil déjà de la question. Je suis désolé. Je suis parti. La question, vous y avez répondu, je crois, Patrick. Quel est le but du joueur et pourquoi le joueur finalement qui gagne beaucoup continue à jouer? Voilà. L'effet agréable, ça c'est vraiment ça. Et puis ensuite, donc il y a toutes les stratégies donc, pour nous motiver à perpétuer l'usage, mais c'est principalement l'effet agréable qui motive. Alors parfois, bien sûr, il peut y avoir la recherche d'être dans une bulle pour lutter contre un certain degré de souffrance psychologique. Et là, je reviens sur le mécanisme basique, c'est la force du besoin prime sur la perception des dommages ultérieurs, c'est-à-dire que j'ai une souffrance psychosociale, je vais m'autoriser à jouer pendant 2-3 heures, et donc je vais jouer pour oublier, pour occuper ma charge profonde, mon anima, ma pulsion profonde, pour occuper mon cerveau avec quelque chose qui soit agréable, ludique, et ça me permet à ce moment-là d'oublier temporairement d'autres soucis qui me sont désagréables. Mais je recommence, c'est très important de ne pas se laisser piéger par des attributions causales, on appelle ça l'étiquetage, c'est très important. Il y a 1 million de causes qui font qu'on peut se faire piéger par les addictions, et notamment bien sûr les jeux de hasard et d'argent. Alors, pour les addictions au sens large, on cite souvent 5 causes classiques. Alors, les dépressions passionnées, les troubles anxieux, les TDAH, les psychotraumatismes, les troubles graves du sommeil. Là, on retrouve ces choses-là de manière assez récurrente parmi les personnes qui sont piégées par les addictions et notamment addictions comportementales. Maintenant, je le redis, il y a 1 million de causes et d'ailleurs, il ne faut pas entraîner les usagers dans l'erreur de rechercher, de stigmatiser, de mettre le doigt sur un événement qui va être cathartique, qui fera que grâce au fait que j'aurai mis le doigt sur un événement, ça y est, j'ai compris, donc je suis guéri, ça serait les entretenir dans un leurre. Il faut les accompagner. Alors, bien sûr, certaines causes sont parfois évidentes, hein, mais il faut aussi les accompagner à trouver des stratégies pratico-pratiques, pragmatiques, de quid d'abord, réduction des risques, et s'ils ne parviennent pas à réguler, d'arrêt total de l'usage. Et ça, c'est important. Hein. Je dirais, il faut mettre l'accent sur les solutions parfois plutôt que sur les problèmes. C'est important parce qu'on peut passer 20 ans de sa vie à chercher pourquoi on joue et on sera ruiné avant d'avoir la réponse. Donc attention, tout ça, c'est hein, voilà. Oui, si je peux ajouter quelque chose à cette liste très complète, en fait, une des particularités des jeux d'argent et de la difficulté, c'est le mécanisme consistant à vouloir se refaire, en fait, parce que le joueur, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il a plutôt perdu que gagné, et le jeu apparaît comme la seule solution, même d'un point de vue presque, on aurait l'impression presque rationnel. Il faudrait une sorte de miracle pour pouvoir s'en sortir. Donc, il peut y avoir aussi ce mécanisme un peu de doigt dans l'engrenage. On est pris dans un engrenage, on veut se refaire. Et ça, c'est très difficile d'arriver à s'en détacher, d'accepter que les pertes, elles sont définitives. C'est compliqué. Merci. Alors, par rapport aux jeux eux-mêmes, Gaëtan nous posait la question du jeu Amigo, avec une nouvelle version, avec une mise maximum plus faible et, et des interruptions de jeu plus fréquentes, 3/4 d'heure de jeu, 1/4 d'heure de pause. Est-ce que cela permettrait aux accros de se calmer ou cela n'est qu'un coup marketing pour la Française des jeux?
La réponse est Je évidente. sais pas si… Moi, personnellement, je ne connais pas le jeu Amigo. On va en parler, mais la réponse est évidente. Oui, ok. Oui, effectivement, si je peux faire une réponse là-dessus, c'est ce qu'on appelle, ça fait partie de ce qu'on appelle le jeu responsable. Et je pense que Patrick doit partager mon point de vue par rapport à ce type de pratique. Le jeu responsable, c'est en gros toutes les stratégies de communication des opérateurs de jeux, de l'industrie des jeux d'argent, pour montrer qu'ils sont en fait, qu'ils se comportent de façon éthique et responsable. Et c'est une stratégie de communication qui peut avoir notamment le volet créer des jeux soi-disant conçus pour protéger le joueur, qui sont soi-disant sans risque, uniquement récréatifs, qui permettent d'éviter toute addiction, parce qu'on a permis aux joueurs de se calmer. Là, en l'occurrence, c'est d'avoir des périodes de répit ou de cooling off, on dirait les anglo-saxons, en gros, parce que le joueur va pouvoir se calmer. On va empêcher les mécanismes d'addiction. En réalité, c'est souvent une forme d'hypocrisie. Ça permet de rassurer le régulateur, ça permet de montrer patte blanche. Parfois, on parle de greenwashing. Là, en l'occurrence, c'est du healthwashing, une forme de montrer qu'on est responsable en ayant permis aux joueurs de se contrôler. Il faut noter que l'Amigo, c'est ce que Patrick disait tout à l'heure, hein, avant ça s'appelait le Rapido, ils avaient déjà été obligés, un peu sous pression de l'État, de changer de nom, de ralentir la fréquence. Bon, là, on est plusieurs années après. Maintenant, la NJ met pression et puis l'Amigo change un peu de logo, met en place ses cooling off. Alors, on pourrait dire que ça va dans le bon sens, sauf que dans le même temps, et j'ai revérifié récemment, si vous allez sur le site de la FDJ très rapidement, vous pouvez trouver depuis 2011 quels sont les résultats des derniers tirages de l'Amigo. Donc, c'est des tableurs Excel qui font des centaines de pages. Et quel est l'objectif de ce type de tableau? De faire croire aux joueurs qu'il peut prédire en fait les futurs résultats. Donc, on est dans une sorte d'ambivalence complète, d'hypocrisie totale, où d'un côté, on va expliquer qu'on va permettre aux joueurs d'éviter l'addiction, et puis de l'autre, on l'entretient dans des croyances complètement irrationnelles, de capacité à prédire le résultat. Si on connaît sur les 10 dernières années, quels étaient les résultats de l'Amigo. Bon, voilà, donc voilà un peu ça va dans le bon sens, mais on est très loin d'une offre réellement responsable ou éthique. Voilà. Thomas l'a dit mieux que moi, c'est uniquement une simple stratégie marketing de faire passer une pseudo-éthique pour un comportement qui n'est pas du tout, donc c'est totalement faux, bien sûr. C'est comme, vous savez, quand on demande à l'industrie de l'alcool de financer la prévention, ils font des ateliers de dégustation. Hein, voilà, donc non, il faut pas confier ça, il y a trop de conflits d'intérêts, il faut confier ça, je dirais, à des soignants, à des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêts, qui veulent vraiment faire un travail contre les addictions. Hein, c'est vraiment, moi je dirais même, c'est presque éthiquement dégoûtant, sincèrement, d'essayer de blanchir un truc qui n'est pas blanc. Voilà, je trouve ça vraiment uniquement une stratégie de communication, mais ils sont très très bons. Hein, c'est leur métier. À côté de ça, on ne peut pas leur reprocher. Leur métier, c'est de vendre, et donc ils mettent en place des stratégies pour vendre. L'entreprise qui ne gagne pas d'argent, elle ferme. Donc ils font leur métier. Je dis souvent, c'est comme, vous savez, alors c'est le sirop, le sirop pour nos enfants goût Morito. Hein. Le sirop goût Morito, c'est pour que nos enfants de 7-8 ans commencent à s'initier au goût du Morito, et puis comme ça, à 14 ans, ils mettront de l'alcool avec, ils feront du Morito avec de l'alcool. C'est pour les préparer à passer à l'étape suivante. Voilà, c'est pas du tout éthique. En effet, en effet, en effet. Alors, il y avait aussi une remarque d'un de nos participants qui disait que finalement, par rapport au casino, dans son idée, elle trouvait que la génération Z n'était pas vraiment représentée dans les casinos, et parce qu'elle y voyait beaucoup plus de personnes plus âgées et de femmes les fréquenter. Je ne sais pas si vous avez un retour à faire sur ce sujet. Est-ce que sa vision vous semble finalement conforme Oui, à l'idée que vous vous faites du casino, finalement, comme… raison. Je pense qu'elle a raison. Génération Z, elle joue pas au casino, elle joue en ligne. Donc, on ne la voit pas. Elle a raison, c'est vrai. Mais les casinos, je pense qu'ils ont en tête des petits prospects marketing pour un jour ou l'autre. Une fois que notre génération Z aura été bien hameçonnée
sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y aura des stratégies pour les rabattre physiquement ce casino et les mettre dans tout ce qu'a décrit Thomas tout à l'heure, l'isolement sensoriel, etc. Toutes les stratégies, bien sûr, une fois qu'ils seront dans le lieu, pour continuer à consommer du jeu. Hein. Je pense que effectivement, ça va arriver. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, mais ça va arriver. Merci. Patrick. Alors, oui, Thomas, allez-y. Non, mais oui, j'allais abonder dans ce sens-là. Très clairement, on a. De toute façon, la population des casinos qui fréquentent les casinos a déjà changé, puisque quand on a introduit les machines à sous, on a démocratisé le casino. Avant, c'était le casino réservé d'une certaine façon aux flambeurs, les plus fortunés, et puis en fait, on a démocratisé le casino qui est pour tout le monde. Alors, la population est certes effectivement plus vieillissante, mais il y a une volonté très claire des opérateurs de jeu de rajeunir, ça c'est sûr. Donc ça va venir. Merci. Alors, on a une question de Marielle qui nous demande comment faire pour aider des jeunes qui ont donc une addiction au jeu, qui s'isolent chez eux. Avez-vous des pistes à nous conseiller? Beaucoup de jeunes refusent d'aller dans les services médicaux. Elle a raison, c'est le centre du problème, puisque ce sont parfois des jeunes qui sont en précontemplation, hein, qui n'ont pas encore eu la perception des dommages accumulés, ou en tout cas qui ne sont pas parvenus à un stade motivationnel suffisant pour se mettre à entamer une démarche thérapeutique. C'est pour ça que dans les addictions aujourd'hui, les stratégies, c'est vraiment ce qu'on appelle le aller vers. La maison des adolescents et jeunes adultes, c'est typiquement l'organisme qui est fait pour les jeunes, puisqu'ils peuvent venir de manière anonyme, seuls, c'est 15-25 ans. Hein. Les parents aussi peuvent venir seuls pour avoir des conseils. Il y a des équipes pluridisciplinaires, donc psychologue systémicien, psychologue clinicien, éducateur spécialisé, infirmier, psychiatre aussi, voilà, avec ensuite des liens pour orienter vers les structures de soins ceux qui ont des troubles psychiatriques. Donc, bien sûr, il n'y a pas de stratégie précise. Il y a aussi, on n'a pas parlé, c'est les groupes Alanon, Alatine. C'est dérivé aussi des alcooliques anonymes. C'est des groupes pour les. Alors, historiquement, c'est pour l'alcool, mais ça s'applique aussi à toute addiction. C'est pour les familles et les proches de personnes en difficulté avec les addictions. Donc, les groupes Alatine, c'est pour les enfants. Les groupes Alanon, c'est pour les adultes. Ça peut être aussi, voilà, puisque les addictions, il ne faut pas oublier, ça fait beaucoup de grabuge dans les foyers. On voit bien. Par exemple, dans les critères de dépendance aux jeux en ligne, le fait qu'il y a des crises lorsqu'on interrompt les parties, des choses basiques. Hein. Les jeunes restent sur l'ordinateur pour jouer alors que c'est l'heure du repas, c'est l'heure d'avoir un temps familial. Donc, ça vient empiéter avec des crises, une irritabilité. Voilà. Là, c'est plus, je dirais, sur les écrans, hein, peut-être plus que pour le jeu d'argent et le hasard. Mais si on est en train de jouer au poker en ligne et que c'est l'heure d'aller manger, ça va être générateur de crise. Hein, c'est très compliqué. Donc, la question de fond, c'est du aller vers. C'est aussi du soutien à la parentalité. Les parents peuvent se retrouver, donc maison des ados, ils peuvent aller avoir une écoute, avoir des conseils de soutien à la parentalité. Et puis, alors, toutes les stratégies donc, pour aider, pour protéger ces jeunes, ça tourne quand même beaucoup autour du travail sur améliorer les compétences psychosociales. J'ai vu passer aussi un message, quelqu'un qui disait « Est-ce qu'on ne peut pas les informer sur les stratégies de marketing ?» Oui, il a raison. C'est une très bonne chose. C'est aussi, alors c'est un mi-chemin entre l'éducation thérapeutique et puis le travail sur les compétences psychosociales, d'aider les jeunes à leur faire comprendre qu'ils se font hameçonner pas Big Data, mais qui se font hameçonner par des grandes industries qui sont intéressées par leurs sous, eh bien c'est normal et ça les aide à mieux percevoir, en fait, et à pouvoir éventuellement faire un stop sur ces mécanismes. Par exemple, on sait très bien que tout ce qui est gratuit, en fait, quand des choses sont gratuites, on n'est plus le client, on est l'usager. Et l'annonceur vend, enfin, l'éditeur du texte, l'éditeur du logiciel va vendre notre temps à nous, notre attention. Donc, rien n'est gratuit. Ça, c'est clair. Hein, donc, informer les jeunes sur les stratégies dont ils sont, entre guillemets, victimes, il ne faut pas leur dire comme ça. Parce que de dire ça à un jeune, c'est déjà perdre contact avec lui. De dire tu es victime, c'est déjà perdre contact. Et de dire ah ok, mais tu sais, alors j'ai appris, voilà comment ils font pour motiver. Tiens, est-ce que toi ça t'a motivé? Voilà. Je dirais, alors de ma vision de psychiatre addictologue, hein, toutes les stratégies qui permettent de garder un contact,
toute stratégie qui permet d'aider un usager à réfléchir va être psychothérapeutique. Je dirais c'est l'inverse des mécaniques sectaires où on dit réfléchis pas, je pense pour toi. Là, toute psychothérapie digne de ce nom vise à faire réfléchir l'usager et à faire attention à ne pas se faire piéger dans le mode confrontation. Moi, souvent, on me tend le bras pour faire de gendarme. Il en faut des gendarmes, attention, hein, des policiers, il en faut. Mais on me tend le bras pour le faire, pour ensuite, immédiatement, me reprocher de l'être. Donc, je fais très attention. Par exemple, pour l'alcool, on me dit docteur la prise de sang. Je dis, mais moi, vous savez, je suis psychiatre, je connais rien à la prise de sang. C'est pas vrai, je sais très bien ce que c'est. Hein. Mais je ne me fais pas piéger en acceptant de porter un costume de censeur de gendarme. Mon métier, c'est être médecin, c'est être avec toi. Je suis avec toi contre quelque chose qui vient te créer des problèmes. C'est très important sur la relation avec un ado, et c'est vrai que ce n'est pas facile parce que parfois, un entretien d'une demi-heure, on va rater une phrase, on va perdre ce qu'on a gagné pendant une demi-heure. Avec les ados, il y a ce qu'on appelle le présenter, tout est au présent. Beaucoup de choses sont au présent, et sur un mot mal choisi, on va perdre le peu de confiance qu'on avait gagné. Donc, c'est un vrai chantier, et sincèrement, il faut beaucoup d'humilité parce que ce n'est pas facile. Merci Patrick. Merci pour ces réponses. Alors, on avait une question de Cynthia de la structure information jeunesse qui nous interroge sur des exemples ludiques d'ateliers à destination de jeunes pour leur faire prendre conscience ou apprendre à décrypter les stratégies mises en place par les opérateurs de jeu. Alors, votre question est intéressante, Cynthia, parce que je comptais effectivement aborder ce point puisqu'on approche de la fin du webinaire. Donc, c'est le moment pour moi aussi de vous parler du CDJ qui est en train de concevoir un kit d'animation clé en main à destination des professionnels pour animer des ateliers de prévention à destination des jeunes sur les addictions aux jeux d'argent et de hasard. Donc, ce kit sera composé d'un livret de ressources, d'aide à l'animation et d'un support PowerPoint. Donc, je pense que voilà, j'ai répondu à votre question et du coup, je vous informe tous de l'existence prochaine. Donc, ça va sortir incessamment sous peu et ce sera téléchargeable sur le site www.santéaddiction.fr. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, le tour des questions. Et on est quasiment arrivé dans le timing. Il est 11h35. Voilà. On a fait on a bien respecté le timing ce matin, c'est parfait. Je ne vois pas d'autres questions. Écoutez, j'ai presque regret à vous quitter parce que c'était un sujet passionnant. C'était très intéressant. Merci Thomas, merci Patrick pour votre animation de ce matin. C'était complet, dynamique et je pense que ça a beaucoup plu à notre auditoire. Donc, je vous rappelle, comme je l'ai dit en début de webinaire, je rappelle à l'auditoire que je vais vous envoyer un questionnaire de satisfaction. Donc, je vous remercie de le remplir et je vous enverrai également, comme on se l'est dit, le replay de l'événement et les présentations des intervenants. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence ce matin. Merci Thomas Amadieu, merci Patrick Bendimerat pour vos interventions. Voilà. Et peut-être à bientôt. Restons en contact sur ce sujet. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de matinée et une bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup à tous. Merci à tout le monde. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.